nous sommes quelques-uns à espérer effectivement la victoire de la France ce soir. On ne peut pas l'oublier. Alors, merci encore. C'est important. Je voudrais simplement vous dire que cette table ronde est extrêmement importante parce que nous voudrions nous en servir pour d'abord interpeller demain 2 ministres, ce qui n'est pas rien, mais à travers ces 2 ministres, le gouvernement, etc., les départements de France, les villes de France, pour voir dans quelle mesure nous ne pourrions pas réaliser une sorte de triangle un peu exemplaire dans les écoles entre l'éducation nationale, les départements et les communes, pour essayer effectivement d'ouvrir le plus possible l'école au quartier et ainsi mieux protéger les enfants. Donc, on va peut-être commencer par quelque chose de très concret. Mon propos était plus théorique, ceux d'Alain beaucoup moins, mais bon, nous revenons vers quelque chose de plus concret, qui est effectivement les liens qui se sont constitués entre une école et une circonscription de travail social, grâce finalement à la qualité des personnes qui ont voulu casser la glace, casser les obstacles. Donc, on va commencer peut-être par Christelle Renaud et Véronique Gustin. Donc, Christelle, je vous ai eu au téléphone et vous m'avez dit « Qu'est-ce que j'étais seule ?» Et maintenant, je suis moins seule. Expliquez-nous. Alors, d'habitude, j'ai un public un peu plus restreint et beaucoup plus jeune, mais je vais faire avec aujourd'hui. Je suis enseignante et directrice d'une école rurale en Charente-Maritime, située à environ 30 km en zone rurale de La Rochelle. Et ça fait 10 ans que je suis dans cette école et depuis seulement 3 ans, un peu plus haut, d'accord. Et seulement depuis 3 ans, j'ai fait la connaissance de Véronique Gustin, qui est assistante sociale sur le territoire de secteur, qui la première année nous a appelé l'école pour prendre contact et qui depuis 2 ans vient à notre rencontre, nous les enseignants. Ça nous a permis de mettre un visage sur un nom et puis de pouvoir effectivement, et là on est en train d'étayer vraiment le propos qui a été retenu, qui vous a été proposé avant, c'est-à-dire qu'on a un croisement de nos pratiques et un regard sur une globalité d'un enfant et d'une famille. Alors, oui, je suis Véronique Gustin et je suis assistante sociale en polyvalence de secteur donc en Charente-Maritime, à 30 km de La Rochelle, et j'interviens sur un secteur rural. En fait, aujourd'hui, j'apporte un témoignage d'une pratique professionnelle qui s'est nourrie d'échanges avec mes collègues, avec aussi des rencontres avec des enseignants, avec des lectures. Je suis partie d'un constat, et ça parlera à tout le monde, je pense, c'est le signalement de fin d'année scolaire. Et donc... Et en fait, j'ai pas voulu en rester là et râler, mais j'ai eu envie d'aller comprendre ce qui pouvait se passer pour les enseignants et la difficulté à prendre contact avec le service social. Et là, j'ai démarré dans un premier temps un contact téléphonique qui a porté ses fruits puisque j'avais été interpellée en amont par une enseignante et nous avons pu ensemble poser ses inquiétudes et pouvoir la guider dans sa pratique, à savoir faire une information préoccupante ou pas, et comment moi je pouvais l'aider. Et de là, ça a déclenché en tous les cas une intervention à l'époque de la PMI, de la puéricultrice qui a pu effectuer un accompagnement pour la famille et pour les enfants. Donc j'ai continué ma pratique
à la faire évoluer. Et j'ai choisi de rencontrer tous les enseignants des écoles sur mon secteur, sachant que c'est un secteur rural. J'avais repéré qu'il y avait un problème de mobilité, des familles, donc une méconnaissance en tous les cas de nos services. Et donc j'ai fait le tour des écoles. Et de là, s'est associée ma collègue éducatrice de prévention. Et nous avons pu, lors de tous ces échanges, présenter nos missions, comment on pouvait venir en aide aux familles. Et j'ai constaté un fossé entre les représentations des enseignants et ce que nous, on pouvait exercer comme métier et ce pour qu'on était là. Donc effectivement, pour un enseignant lambda, l'assistante sociale, elle vient, elle nous pose des questions et en retour, on n'a rien. Et alors, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais bien souvent, c'est quand même comme ça. Effectivement, nous, en tant qu'enseignants, on vient, on participe à des réunions et puis en retour, tout de suite, on nous pose secret professionnel. La différence avec Véronique, c'est que nous, on travaille en confiance partagée. On est 2 adultes responsables. On a un regard bienveillant sur les enfants. Et si on croise nos regards, si on croise nos pratiques, parce qu'on décèle chacun dans notre domaine de compétences et notre champ de travail, des signes qui, pour moi, enseignante, vont être cet enfant, il n'est pas ouvert aux apprentissages. Et donc forcément, moi, ça m'alarme. Mais si j'en parle à Véronique, elle va avoir une autre lecture à un autre niveau. Et effectivement, eh bien moi, dans mon boulot, ça me permet de changer mon regard, de mettre les choses en perspective et d'avancer sur ce qui est mon domaine de compétences, les apprentissages. Donc voilà. Ce que disait Véronique aussi tout à l'heure, c'est que moi, en 10 ans dans la même école, les populations migrent de la ville vers la campagne, donc vers chez nous. Mais chez nous, il n'y a pas de boulangerie. C'est-à-dire que si on veut aller à la boulangerie, il faut faire 3 km. S'il faut aller au supermarché, il faut en faire 10. Les gens, ils arrivent, ils visitent leur maison, il fait beau, tout va bien. Et puis l'hiver, ça devient un peu plus compliqué. Bien souvent, il y a un des 2 parents qui travaille. Et ils arrivent dans notre campagne où le tissu associatif est pauvre, où il faut toujours se déplacer, ne serait-ce que pour aller chez le médecin, pour emmener les enfants faire du sport. Et donc, il y a un moment où la période, l'hiver, ça devient très compliqué. Souvent, ce sont les mamans qui restent à la maison. Et depuis plusieurs années, et de plus en plus, moi, dans mon bureau de directrice, j'accueille des mamans qui s'effondrent parce qu'elles n'avaient pas vu ça comme ça. C'est-à-dire que quand on est à la ville, on a tout à proximité. Quand on est à la campagne, il faut qu'on se déplace. Et donc, moi, j'avais pas de réponse, en fait, à leur apporter, si ce n'est que de les soutenir et de les envoyer vers des services sociaux. Mais quand on n'a pas un nom à proposer, quand on n'a pas... on est un petit peu démunis et donc on mobilise nos énergies pour trouver des solutions. Mais c'est vrai que c'est difficile. Alors que là, maintenant, j'ai une personne référente où si ça ne rentre pas dans son champ d'action, je peux au moins l'appeler et elle va me guider vers telle ou telle personne pour que ça aille plus vite et qu'on ne laisse pas les familles dans la détresse. Et je rajouterais aussi qu'avec la connaissance en tant qu'assistante sociale de polyvalence de secteur, on a une connaissance du maillage partenarial et ça permet aussi d'informer l'école sur ce qui existe, notamment sur les activités du centre social puisque c'est un partenaire privilégié et qui a des actions destinées au soutien à la parentalité et vers les familles. Et l'intérêt, c'est de pouvoir mettre tout le monde en lien dans l'intérêt de la prise en charge des enfants et des familles. Alors, je reviendrai aussi sur l'information préoccupante on a senti que ça vous parlait. Alors effectivement, on essaie, nous, enseignants, on est un petit peu narcissique aussi quand même, d'essayer de trouver des solutions et on pense avoir une toute puissance. Et puis effectivement, l'échéance des vacances d'été approchant, eh bien, on se dit que nous, on va partir en vacances et qu'est-ce qui va se passer? Donc, effectivement, le 20 juin, information préoccupante et ça vous arrive, quoi. Et donc, effectivement, c'est pas la solution. Donc, on était sur le même constat avec Véronique
Et donc on s'est dit que plutôt que d'en arriver là fin juin, eh ben, on va essayer de travailler sur de la prévention. C'est-à-dire qu'en se rencontrant, en parlant de nos familles, moi en parlant des familles qu'elle rencontre, des enfants que je pense en difficulté, on va essayer de rentrer dans la famille pour d'abord faire changer la famille, parce que le regard sur l'école portée est jamais facile, que nous, en tant qu'enseignants, on peut avoir deux caricatures de parents. C'est soit soit les parents qui sont envahissants, c'est-à-dire qu'on les voit trop souvent, et soit les parents qui sont démissionnaires, on les voit trop peu. Mais ces deux types de comportements, je pense que c'est des familles pour qui l'école c'est anxiogène, c'est-à-dire que leur histoire n'est pas claire avec l'école, et que bien, le but du jeu, c'est qu'ils viennent à l'école pour le bien de leurs enfants, quoi. Eux, ils ont leur propre histoire, mais qu'ils ne transmettent pas leurs angoisses de l'école à leurs enfants pour que ça se passe beaucoup mieux. Et donc, on est vraiment parti sur un travail de prévention qui commence tout juste. On a plein de projets dans la tête, plein d'idées, plein d'énergie. Et moi, de mon côté, je suis en train de faire passer l'info à mes collègues qui ont vraiment cette représentation de l'AS, on va dire un petit peu négative, pas tous, mais certains, de les aider à passer cette barrière de on reste pas nous dans notre champ d'action, dans notre petite mission et se dire hop, la famille c'est pas moi, c'est pas de mon ressort, que effectivement en mobilisant nos énergies communes, en croisant nos regards, on va aboutir à avoir un confort de travail et à être là pour nos enfants en fait. Donc c'est ça notre but. Merci madame. On est en France, il y a les mêmes barrières que partout ailleurs, et pourtant, on est en train de construire là une véritable collaboration entre le travail social et l'école. Alors bien sûr, la personnalité, nos intervenants, a dû jouer, mais je dirais que ça peut fonctionner. D'ailleurs, ça fonctionne ailleurs aussi. L'exemple de Charente-Maritime n'est pas unique, fort heureusement. Enfin, vous voyez bien quand même, hein, on commence par dialoguer, et puis ensuite on a envie d'action de prévention, et puis on a envie de faire finalement un véritable changement de paradigme, quoi. Donc merci vraiment, hein, c'est un très beau témoignage. Alors, je me retourne vers Strasbourg, parce que là, c'est en zone rurale, hein, l'expérience dont on vient de vous parler. Donc Strasbourg, c'est beaucoup plus grand. Et comment ? C'est la métropole. En plus, alors, ils ont récupéré les compétences sociales, nos amis de Strasbourg. Donc, c'est parce qu'avec leur, je dirais, droit particulier, parce que les Alsaciens, ils ont un droit particulier, hein, historique. Et donc, ils ont effectivement la responsabilité sociale, la ville de Strasbourg. Et il y a eu beaucoup donc d'évolution des politiques sociales à Strasbourg en raison justement de cette proximité entre la ville et le département. Et c'est pour ça qu'on voulait le témoignage effectivement de Mme Reyer, qui s'intéresse beaucoup à la réforme éducative, mais qui est peut-être plus prudente sur l'école. Donc votre point de vue, Mme Reyer. Alors, je ne vais pas apporter le point de vue du professionnel, contrairement à ce qui a été annoncé à la table ronde. Je vais également vous apporter le point de vue de l'élu. Effectivement, on se constate aujourd'hui qu'on est trop souvent dans le constat de ce qui ne va pas, dans le constat de la plainte, dans le constat des regrets. Et je crois que le message que j'ai vraiment entendu quand vous m'avez contacté, c'est qu'il faut qu'on soit plus positif, qu'on ait plus confiance en soi et qu'on arrive à ensemble mobiliser toutes les initiatives, toute la créativité qui est en nous. Et je crois qu'en tant qu'élu, c'est vrai que la ville de Strasbourg a peut-être cette chance d'avoir l'action sociale, la protection maternelle et infantile, mais aussi la santé scolaire, qui est une compétence de l'État normalement, mais c'est également la ville qui a cette compétence. Elle peut, de son positionnement, initier et propulser et engager des rencontres, puisque c'est ça qui aussi, c'est le moment de la rencontre, le moment de fédérer et le moment de s'apprivoiser. Moi, j'aime beaucoup ce terme parce que je vois au quotidien
quand je réunis les différents professionnels ou les différentes institutions, il y a toujours de la méfiance, on est toujours suspecté de quelque chose. Et le fait de tisser des liens et d'aller voir ce que fait l'autre est plutôt enrichissant et rassurant. Je crois que chacun doit être bien dans ce qu'il fait, être convaincu de son positionnement professionnel, ça me semble important. Et souvent, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut s'ouvrir à d'autres professions et à d'autres secteurs. Tant qu'on les perçoit comme étant un danger d'intervenir sur mon territoire, on n'y arrivera pas. Mais de dire qu'ensemble, il y a des champs qui sont les mêmes et d'autres qui sont complémentaires. Alors par rapport à l'école, puisque moi j'étais plus particulièrement en charge de la petite enfance et de l'école, je crois que l'école a aussi, comme beaucoup d'autres institutions, elle est passée par des crises internes, mais aussi elle est frappée de plein fouet par les crises externes. Tout à l'heure, on parlait des enfants dans le Nord, mais à Strasbourg, nous avons énormément d'enfants qui viennent des pays de l'Est. Nous avons énormément de primo-arrivants. Donc vous voyez que les problématiques se retrouvent. Et lorsque vous dites qu'à la campagne, il y a des soucis, mais sachez qu'en centre-ville, et vous le savez mieux que moi, les grandes métropoles centralisent aussi la précarité, la pauvreté, l'interculturalité, les difficultés des familles à se positionner. Alors la commune, elle est face à tous ces enjeux, mais elle est devenue un acteur pivot. Du fait des compétences obligatoires, que je ne vous rappelle pas, vous les connaissez, elle est devenue aujourd'hui un lieu de convergence de toutes les questions qui sont liées à la citoyenneté, au projet républicain et à la protection de l'enfance. La commune a cette place particulière, elle est légitime pour associer, coordonner l'ensemble des acteurs pour mener et animer une politique éducative sur son territoire qui devient un lieu d'intégration et un lieu de vie des enfants et de leurs familles. Alors à Strasbourg, nous avons pris l'initiative de faire un projet éducatif local. Alors je crois qu'il y a certainement dans la salle, vous êtes tellement nombreux, d'autres villes qui ont fait cette démarche d'un projet éducatif de territoire ou un projet éducatif local. Les deux souvent disent la même chose. Et quand on dit un projet éducatif local, on ne parle pas que de l'école. C'est ça qui me semble fondamental, parce que l'école aujourd'hui, l'éducation nationale cristallise toutes les tensions et on n'entend par éducation que l'éducation, l'école, l'éducation nationale. Je crois que c'est fondamental et cette démarche nous a permis de réunir autour d'une table tous les partenaires, c'est-à-dire tous les adultes, en commençant par les pères et les mères, mais aussi la caisse d'allocation familiale, le conseil général, jeunesse et sport, les bibliothèques, la DRAC, les centres médico-sociaux, la santé scolaire, donc la PMI, pour qu'ensemble, ils réfléchissent quel pourrait être le travail en commun sur l'ensemble du territoire de la ville en direction des enfants. C'est un peu cette histoire du village qui s'occupe de l'enfance. Et c'est dans cette démarche qu'on a repensé toutes les conceptions éducatives qu'on peut avoir, réinterroger les évidences, partager les expériences. On s'est enrichi de concepts théoriques et on a trouvé une cohérence sur l'ensemble de la ville. Ça me semble vraiment une démarche intéressante. Alors on est au début. On a été, permettez-moi l'expression, pollué par les rythmes scolaires et je le regrette énormément. Parce que tout s'est focalisé là-dessus à un moment donné. Or, notre démarche est bien antérieure et a une ouverture beaucoup plus large sur quelle est la place de l'enfant dans ce système. Et quand on dit dans votre titre un maillon à ne pas manquer, quand il y a un maillon, il y a quelque chose avant et il y a quelque chose après. Et dans ce avant, on a également introduit tout ce qui est accueil de la petite enfance. Je pense que l'école, d'accord, mais il y a des choses que les enfants ont vécues avant de venir à l'école. Et dans cette démarche, on a travaillé avec également tous les partenaires sur une année, une charte qualité de l'accueil du jeune enfant, quelle que soit l'institution ou le gestionnaire. Parce qu'à Strasbourg, nous gérons en direct environ 40% des structures petite enfance et 60% ce sont des associations ou des délégations de services publics. Donc tout le monde s'est mis autour de la table
Et on a travaillé 8 orientations qui ont d'ailleurs été approuvées à l'unanimité par le conseil municipal. Et là déjà, je vais vous dire, nous avons mis en priorité 30% des places, puisque nous avons un point central d'attribution des places, pour les enfants issus d'une famille dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté et dont les parents sont en situation d'emploi ou en démarche active d'insertion professionnelle, et également en priorité les enfants en situation de handicap ou de maladie chronique, et pour les enfants en situation de vulnérabilité identifiés par la PMI ou ayant fait l'objet d'une information préoccupante auprès du Conseil général. Donc vous voyez que là déjà, on commence le plus tôt possible dans l'accompagnement de la condition parentale, et que si le professionnel, s'il y a un souci quelconque, eh bien ces enfants-là ont une priorité pour avoir un accueil en collectivité. Ça me semblait quand même important de le dire. Ensuite, on a effectivement développé les classes d'accueil d'enfants de moins de 3 ans. Alors je dis tout de suite, nous avons fait un travail très fin avec des architectes, des urbanistes, des psychologues, des pédiatres, des éducateurs de jeunes enfants, des puéricultrices diplômées d'État, des enseignants, et on a un peu plagié Vallon parce qu'on a appelé ça les conditions suffisamment bonnes pour accueillir un enfant de moins de 3 ans à l'école, pour ne pas donner justement des arguments à ceux qui disent que c'est une catastrophe pour l'enfant. Donc à côté des crèches, on a ce souci, et ça s'adresse à des enfants qui n'ont pas été accueillis en dehors de la famille. Contrairement, il y a 20 ans, on pensait que c'était une continuité des enfants qui étaient en crèche ou en halte garderie, qui allaient faire ce passage vers l'école. Eh bien, aujourd'hui, nous travaillons avec les assistantes sociales, les puéricultrices et les enseignants pour proposer, je dis bien proposer aux familles où l'enfant est à la maison, de faire ce temps de passage où les parents sont présents tant qu'ils veulent, comme ils veulent, avec progressivement une séparation possible pour que l'enfant puisse aller ensuite à l'école maternelle. Donc là aussi, c'est un soutien à la condition parentale, et ça me semble aussi important souvent c'est des femmes, mais il y a aussi des papas, de se retrouver et d'échanger avec d'autres femmes pendant que les enfants sont pris en charge. Un troisième axe qui nous semblait très important, c'est les lieux d'accueil parents-enfants, les fameux LAP que vous connaissez également. Nous en avons 16 sur Strasbourg. Ils sont gratuits et anonymes. Et nous les positionnons soit près d'un centre médico-social, soit près d'une école. Et là aussi, c'est fort intéressant de voir que les professionnels se rencontrent, les parents se rencontrent, et les parents rencontrent les différents professionnels et peuvent poser la question que les uns ou les autres peuvent apporter une réponse ou réorienter. Et puis, on a également dans tous ces dispositifs qui nous ont amenés d'ailleurs à faire ce fameux projet éducatif local, c'est qu'on a tout un millefeuille de dispositifs qui devraient aider, entre guillemets, les familles ou les enfants qui sont en difficulté. Ce millefeuille, vous le connaissez sans doute aussi, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité, c'est l'accompagnement éducatif, c'est les projets de réussite éducative, j'y reviendrai, et on voit bien que c'est toujours les mêmes enfants qui sont dans ces dispositifs. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui finalement n'ont aucun espace où ils peuvent un peu oublier leurs conditions d'élèves et être un enfant tout simplement. Donc on a fait ce travail avec l'ensemble des partenaires pour laisser un peu de souffle aux enfants et aux familles, et de ne pas toujours repérer les mêmes et toujours proposer des structures aux mêmes familles, aux mêmes enfants. C'est pas simple parce qu'il faut développer la confiance dans l'enfant, et ça c'est facile de le dire, c'est très difficile quand on observe les attitudes professionnelles, et la confiance dans les familles. Les familles n'ont pas démissionné, je le dis haut et fort, on les a démissionnés. Aujourd'hui, on voit bien que dans l'interculturalité, on a énormément de savoir-faire des familles. Mais alors à la campagne, vous dites qu'elles sont seules, mais en ville, elles sont seules aussi. Et on les a tellement, alors autour de la grossesse, on les a tellement médicalisées, on leur a tellement dit qu'il n'y avait que une ou deux façons de faire.
elles perdent le savoir-faire, elles perdent, je vous donne très rapidement, parce que je sais que je ne dois pas être très longue, mais quelque chose qui m'a bouleversée et que je n'oublierai jamais de ma vie. Dans un centre de PMI, il y avait une maman afghane qui était là, et avec d'autres parents. Je crois que je vous l'ai raconté quand on s'est rencontrés. Et la maman disait, moi je lange mon enfant qu'une fois par jour. C'est bien, vous ne bougez pas, super. Ah, c'est bien. Eh bien non, alors là, tout le monde s'est regardé un peu paniqué. Et moi j'ai dit, mais madame, vous nous dites comment vous faites, enfin expliquez-nous. Et alors elle venait d'un pays très montagneux. Et dans ce pays très montagneux, on délange les enfants le moins possible pour leur préserver la chaleur. Et donc elle avait ramené quelque chose qui ressemble comme à une litière, très doux, et qu'elle mettait dans le lange, un lange en coton. Et je disais ensuite, quel était le regard clinique qu'il fallait avoir? Ben c'était, excusez-moi, je suis un peu crue, l'état des fesses du bébé. Elles étaient absolument magnifiques. Et donc on a félicité cette maman, on a dit qu'on a appris plein de choses, qu'on ignorait ça chez nous. Et elle était souriante, elle était confortée dans sa fonction de mère. Et voilà, eh ben, je ne vois pas pourquoi on aurait dû lui dire d'aller au supermarché à côté acheter des Pampers. Voilà. C'est un exemple qui m'a bouleversée parce qu'il y en a plein comme ça. Et dans ce projet éducatif local, on voit bien quand on écoute les parents, quand on leur fait partager leur savoir, leur culture, leurs références, d'abord ça les valorise, ça les rattache à leur pays, à leur tribu, à leur culture, et ça c'est important de le soutenir. Et en même temps, elles sont valorisées par les professionnels auxquels elles vont avoir confiance. Et ces mamans-là ont amené les enfants à l'école maternelle sans aucun souci, parce qu'il y a eu justement une rencontre, des liens et une confiance et un respect mutuel. Voilà, je ne veux pas être trop longue si vous me permettez, mais je crois que c'est fondamental aussi, juste pour terminer, parce que vous le faites, mais c'est important de le rappeler, que quand on parle de prévention, il faut qu'on aille bien avant qu'il y ait des premiers signes, parce que tout à l'heure, on a quand même déjà été dans la réparation. Alors en tant qu'élu, je voudrais vraiment qu'on aille le plus loin possible, le plus tôt possible, et surtout, en tant qu'élu, qu'on ne confonde pas prévention et prédiction, je vous en supplie. Alors, le témoignage de Nicole Dreyer est d'autant plus intéressant qu'il vient d'un acteur municipal, même c'est un acteur municipal qui a eu la chance d'avoir l'action municipale, l'action sociale dans les compétences. Ce qui d'ailleurs nous amène à l'audace à dire que la réforme territoriale doit préserver les départements, mais qu'on peut bien évidemment imaginer des expérimentations ou dans des métropoles où ce soit bien pensé, on puisse effectivement regrouper les compétences. Les choses peuvent évoluer. Ce qui est dangereux, c'est au moment où la crise est si grave de détruire finalement des organisations qui fonctionnent, quoi. Ça nous inquiète énormément. En tout cas, merci Madame Dreyer. Pourquoi vous êtes-vous montrée si distante quand je vous ai dit pourquoi ne pas imaginer que les professionnels des départements puissent apporter leur soutien, je dirais, à l'enseignant et aux parents dans l'école, non pas dans une posture de contrôle social, mais au contraire dans une posture d'animation, pour débloquer la machine. On veut changer de paradigme, mais il faut le démontrer maintenant, très concrètement. On ne va pas se contenter d'avoir des paroles abstraites. Alors, c'est vrai qu'on a eu une grosse discussion tous les deux, j'ai failli ne pas venir, hein, on peut quand même vous le dire. Oui, absolument. Et j'ai été très posée. C'est vrai que je crois, alors peut-être que je me trompe, mais pour moi l'école est un lieu où l'enfant et le parent doivent être en sécurité au sens le plus large du terme. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs il n'est pas en sécurité, entendez-nous. Mais je ne souhaiterais pas qu'il y ait, comment dire, une observation qui pourrait éventuellement déraper
voilà, je dis éventuellement déraper, et que c'est le lieu, moi je trouve c'est un sanctuaire. Et je me suis tellement battue quand ces enfants de sans-papiers et autres, voilà, je crois que l'école doit apaiser, l'école doit vraiment, l'école française en plus, qui a tout ce passé, enfin je pense que M. Favet va peut-être encore plus l'expliquer. Je ne travaille pas dans l'éducation nationale, hein, soyez rassurés, je le dis vraiment convaincue par rapport à mon engagement d'élu plutôt. Je crois que c'est pas là où il faut mettre l'éducateur spécialisé, l'assistante sociale. Que les professionnels se rencontrent, oui, ça c'est indispensable. Et je pense que je n'ai pas développé notre projet éducatif local parce que c'est pas le lieu, mais on a créé, comme la ville est très grande et qu'on a 24 000 enfants scolarisés, on a 14 groupes éducatifs locaux, donc de territoire au plus proche de la vie des gens, où on invite les directeurs d'école, les assistantes sociales, les puéricultrices, le centre socio-culturel, ou les échanges, et des parents. Il y a toujours des parents. Ça, pour moi, c'est une règle. Quand on parle des gens, ils doivent pouvoir entendre ce qu'on dit sur eux. C'est aussi pour moi éthique. Donc ce n'est pas de dire je suis hostile, au contraire, je crois qu'on fait vraiment tout pour que l'ensemble des professionnels puissent débattre entre eux devant les parents, parce que je crois qu'il faut qu'ils l'entendent. Mais de mettre dans l'école des professionnels qui pourraient, voilà, je suis effectivement un peu prudente. Voilà. Comme je suis prudente sur les bénévoles, vous le savez, on a échangé là-dessus, je peux le dire. Oui, je suis issue du milieu médical. J'ai aussi vu quelques dégâts des bénévoles quand ils venaient auprès des enfants qui allaient très mal et où on a dû dire stop. C'est plutôt malsain. Voilà. Donc, je suis très ouverte, je veux bien évoluer, mais il faut encore me convaincre un peu. C'est bien. Voilà un débat bien démocratique, et c'est important. Je pense qu'il faut maintenant demander justement un témoignage du côté de l'éducation nationale. Peut-être d'ailleurs, je dirais, j'étais surpris par votre réaction, Monsieur Weisenberg, sur le fait qu'au fond, vous étiez assez disponible à penser expérimentation avec des travailleurs sociaux dans les écoles, sachant que de toute façon, il faudra trouver des formes pour débloquer le système. Parce que vous avez dit, moi, le rythme scolaire, Madame Dreyer, vous avez dit le rythme scolaire m'a un peu embrouillé. Moi, hier, j'étais avec un maire, avant-hier, qui me disait exactement l'inverse. Je ne dis pas que vous ayez tort, mais qui me disait, j'ai essayé de créer justement un programme éducatif local dans ma ville. Si je n'avais pas eu de rythme scolaire, l'éducation nationale n'aurait jamais coopéré. Et grâce au rythme scolaire, la possibilité de coopération s'est dessinée. Vous voyez comme quoi, voilà, il faut entendre plusieurs échos. Monsieur Weisenberg, merci beaucoup. Oui, l'essentiel a été dit. Enfin, moi, je suis ravi d'avoir entendu ces différents témoignages qui montrent finalement la complexité des éléments que nous essayons de gérer au quotidien. Moi, en tant qu'inspecteur d'académie, mon rôle est essentiellement de permettre un certain nombre de choses de se faire. Depuis que je suis à l'éducation nationale, il n'y a pas une année où je n'ai pas entendu quelqu'un, un enseignant la plupart du temps, je suis enseignant, je ne suis pas assistante sociale. C'est intéressant, enfin vous l'avez sans doute entendu aussi, et c'est dit, j'allais dire presque de manière désobligeante envers les travailleurs sociaux. Je dis presque. Alors, évidemment, ça interroge, surtout quand on voit quand même qu'on avance. Quand on regarde dans le rétroviseur, on voit quand même qu'on a fait quelques pas en avant. Mais je suis très sensible aussi à ce que vous venez de dire, Madame l'adjointe au maire, sur ce que l'école... Et donc, finalement, ce chaînon dont vous parlez, qu'il ne faut pas manquer, pas l'inspecteur d'académie qui va vous dire le contraire, mais ce chaînon, il faudrait peut-être quand même s'interroger sur sa consistance. C'est quoi? Quelle est l'essence même de ce chaînon? Alors je pense qu'il faut qu'il soit à la fois résistant et résilient. Résistant d'abord. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aussi pour l'école, et là je suis pleinement d'accord avec ce que vous avez dit,
de mettre à l'abri les élèves, les jeunes. De les mettre à l'abri, non pas complètement, non pas en dressant des murailles, mais de les mettre à l'abri de la nervosité, de la fébrilité, de l'accélération du temps qui caractérise notre société, tout simplement parce que les apprentissages que nous sommes censés délivrer, parce que l'école est quand même là pour fournir les gestes professionnels qui permettent les apprentissages fondamentaux, et plus, si affinité, je dirais. Mais, et heureusement qu'il y a affinité. Mais dans ce contexte-là, il faut à un moment donné que nous prenions acte ensemble. Ça ne peut pas se faire que par l'école. Que c'est un lieu où il faut mettre un tout petit peu à l'abri les jeunes, il faut qu'ils apprennent. Et moi j'ai l'expérience aussi, il y a cela plusieurs années, lorsque j'étais inspecteur de l'éducation nationale dans le Pas-de-Calais, d'une démarche que nous menions à l'école avec des travailleurs sociaux pour apprendre aux enfants à déceler des situations de maltraitance et leur apprendre ce qui est essentiel, à dire non. Et ça, le lieu où on avait préféré le faire, c'était l'école. Et je pense que ce n'était pas totalement anodin. Et ça ne veut pas dire que l'école n'était pas ouverte à ce moment-là. Bien sûr, nous ne l'avons pas fait tout seul. Et un certain nombre, peut-être dans la salle, se souviennent de cette démarche, qui en plus nous a beaucoup appris sur la manière d'apprendre des enfants. Donc, un lieu où il faut que ça résiste un tout petit peu quand même à l'intrusion, et puis un lieu de résilience aussi, parce que là, c'est pas gagné encore. L'éducation nationale doit comprendre qu'il n'est plus le seul dépositaire des savoirs. Bon, ça n'a sans doute jamais été vraiment le cas, mais là, c'est de moins en moins le cas. Et donc, apprendre, ça veut dire pour un enfant de maîtriser ces outils-là. Et je pense que les gestes professionnels des enseignants sont aussi en direction de cela. Et ensuite, il faut apprendre aussi à l'élève à décrypter le fonctionnement de notre école. Lui apprendre à décrypter le fonctionnement de notre école, et tout le monde en conviendra, c'est apprendre à décrypter un fonctionnement complexe. À mettre des mots, ces mots, derrière cela, à rendre donc notre système explicite. C'est ce que veut dire, finalement, un concept un peu théorique, l'école bienveillante. C'est un peu ça, quand même, qu'on vise, c'est-à-dire de permettre à la fois aux enfants, à l'élève et aux familles à comprendre ce que nous attendons et donc à se sentir mieux. Parce que je suis totalement d'accord aussi avec tout ce qui a été dit sur la confiance en soi. Notre objectif principal, c'est d'aider à la construction de cette confiance en soi. Nous ne sommes pas les seuls acteurs, mais nous savons à quel point cette confiance en soi se déconstruit très vite. Ça va beaucoup plus vite dans un sens que dans l'autre, malheureusement. Et donc, à partir de là, si on est d'accord, si on arrive à partager ça avec des partenaires, je pense que l'école est ce chaînon qui doit s'articuler fortement avec d'autres institutions, avec d'autres acteurs, les acteurs associatifs également, bien sûr. Et là, je pense qu'il faut qu'on se prenne simplement un petit moment pour se mettre d'accord sur des postures éducatives communes. On ne va pas apprendre 3 semaines à faire ça, mais interrogeons-nous sur la place de l'enfant dans ce qui lui arrive. Quelle est la place que nous lui donnons? L'école a à réfléchir là-dessus, bien entendu, mais je pense que tous les acteurs éducatifs ont à réfléchir quelle est sa place. Est-ce que nous estimons qu'il est capable de prendre sa place dans ce dispositif et donc d'en être acteur? Ça va sans doute plus vite, on le dit plus vite qu'on ne le fait, ça. Hein, c'est pas si évident que cela. Mais en tous les cas, ça me paraît important. Est-ce que nous avons une autre posture éducative commune? Et là, l'éducation nationale a sans doute aussi encore à bouger. Est-ce que, sauf avis contraire, nous sommes d'accord pour dire que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants? Je dis bien, sauf avis contraire. Et là, je sais bien que les acteurs sociaux sont souvent confrontés à d'autres types de problématiques. Et puis,
à partir de là, on peut construire quelque chose. On peut construire, mais moi je suis un peu un homme de l'écrit. J'aime bien quand les choses sont un peu formalisées. Et nous avons, avec le Conseil général du Nord, construit un protocole qui prend, enfin je pense qu'on n'est pas particulièrement originaux en cela, d'autres départements l'ont sans doute fait, mais ça nous a permis quand même de revisiter un certain nombre de choses. Les informations préoccupantes, comment on les remonte et qui en sont les acteurs principaux. Est-ce qu'il faut saisir tout de suite le procureur de la République ou est-ce qu'on peut faire confiance aussi au Conseil général dans ce sens-là? Et je tiens quand même à saluer un certain nombre de personnel de l'éducation nationale qu'on n'a pas encore cité, mais que je souhaiterais citer. Ce sont les assistantes sociales. Nous en avons, des assistants sociaux, dans les collèges, mais qui, j'allais dire, sont peut-être appelés à un moment ou à un autre à exercer aussi leur action à l'articulation entre le collège et l'école. Les infirmières qui sont dans les écoles et dans les collèges. Les médecins scolaires qui aussi partagent des secteurs avec les collèges. Parce que ce sont pour nous des relais très importants avec les collectivités, avec les associations. Et nous avons dans le Nord de très belles expériences de partenariat avec des associations, avec des acteurs locaux, des acteurs sociaux locaux, qui nous aident beaucoup dans la lutte contre le décrochage, par exemple. C'est un fléau abominable, le décrochage. Et à partir du moment où un jeune est en délicatesse avec l'école, j'ai la modestie de penser que ce n'est pas forcément l'école qui peut lui apporter le premier secours. Donc, il y a des partenariats tout à fait intéressants que nous nouons à travers le Conseil général, mais avec un certain nombre d'associations. Je crois que c'est important de le dire. Donc la question, est-ce qu'il faut, oui ou non, c'est une première ébauche de réponse, est-ce qu'il faut, oui ou non, des acteurs sociaux dans les collèges, les écoles? Je dis, sans doute faut-il réfléchir aux conditions dans lesquelles ça pourrait se faire. Parce que moi aussi, comme Mme Muller, j'ai des expériences absolument désastreuses, essentiellement au collège, où des élèves ne comprennent pas que l'acteur social qu'ils ont en face d'eux tienne un autre discours que l'assistant d'éducation, par exemple. Et là, je peux vous dire, c'est le bazar dans le collège. Parce qu'on ne comprend pas la logique. Des chefs d'établissement aussi qui ne comprennent pas pourquoi l'anonymat d'une intervention est réalisée en direction d'un élève, alors qu'eux sont responsables des élèves devant les parents. Vous voyez, donc ça demande quand même beaucoup d'explications. Donc moi, je suis tout à fait favorable. Je suis convaincu, M. Sanchez, que nous ne pouvons pas faire sans partenariat. Il faut effectivement que les lignes bougent, mais à certaines conditions. C'est que nous nous rappelions les uns les autres nos logiques professionnelles, qui sont toutes cohérentes entre elles, et que nous montrions suffisamment d'empathie. On a parlé d'amour tout à l'heure, moi je parlais d'empathie, les uns envers les autres, pour pouvoir avancer. Je suis sûr qu'il y a de l'espace, qu'il y a des marges de progrès pour nos institutions respectives au bénéfice des élèves. Et nous essayons modestement de nous y employer, et nous sommes extrêmement vigilants quant à toutes les expérimentations qui se mettent en œuvre. Il y en a. Et il faut qu'on en fasse, le moment venu, des bilans, qu'on puisse se rencontrer. Moi, je crois beaucoup en la rencontre, vous l'avez démontré tout à l'heure dans votre témoignage. À partir du moment où on se parle, on se rencontre, ça va un peu mieux, mais je pense qu'il est de notre rôle aussi de responsable et de cadre, et bien de, quelque part, de donner les conditions dans lesquelles cela peut se faire. À ce stade de la table ronde, on a bien vu deux des conditions sine qua non pour réussir, je dirais, ce chaînant qu'est l'école dans le processus de protection de l'enfance. À la fois des appels à la prudence et en même temps la démonstration que quand les personnes veulent, les choses avancent et au-delà même des espérances initiales. Non, la question clé est quand même celle-là, celle qui va être débattue dans le premier atelier, qui n'a pas eu d'ailleurs
je dirais, le plus grand succès, c'est les autres qui ont le plus de succès. Et pourtant, c'est quand même une question, dans une période où il y a quand même une véritable crise, je dirais, de confiance de l'ensemble de l'opinion, mais aussi de notre jeunesse. Moi, je pense que la jeunesse est totalement désorientée. L'enfance est désorientée parce qu'il y a effectivement une restructuration économique, écologique, familiale, considérable, une véritable révolution anthropologique. Est-ce qu'il ne faut pas donner la chance à de nouveaux processus, un peu dans l'idée de développement durable, c'est-à-dire on commence, mais avec l'espérance que ça pourra changer l'école et redonner à l'école, et bravo monsieur de nous l'avoir dit, une vocation à dispenser pas simplement, je dirais, du savoir, mais autre chose, des repères, une maturité, une expérience, d'où peut-être la présence d'aînés. Et là, c'est une transition avec effectivement la réflexion que mène Éric Favet au sein de la Ligue de l'enseignement pour justement renouer avec cette vision ambitieuse de l'école. Vaste programme. Vaste programme. En venant ce matin à Lille, j'ai vu un panneau d'information qui sans doute ne vous a pas échappé d'où que vous veniez et qui signalait quand un élève est en difficulté, il faut redoubler, point de suspension, d'attention à son égard. Quand j'ai vu d'où venait ce panneau et qu'il le signait, je me suis dit que plutôt que ce soit le fait d'une campagne publicitaire d'une des officines radieuses du marché de l'angoisse scolaire, dont je tairai le nom, il vaudrait mieux que ce soit peut-être l'horizon commun de tous ceux qui se préoccupent à la fois de la réussite scolaire, la réussite éducative et du bien-être des enfants. Je ne veux pas dire par là que ça n'est pas le cas, ni de l'institution scolaire, ni de nous tous, mais quand même, manifestement, il nous faut faire quelques efforts puisque nous constatons, à la fois à travers la situation dramatique qui nous a été rappelée tout à l'heure autour de cet enfant, Marina, mais aussi, je dirais, dans l'attention commune et quotidienne que nous devons avoir à l'égard de tous les enfants pour prévenir ces situations, mais tout simplement pour que notre pays soit le plus juste possible à l'égard de sa jeunesse et de son enfance, de faire en sorte que ce soit un peu, j'ai entendu souvent le mot à la fois dans les interventions précédentes et dans cette table ronde, pour que nous soyons capables ensemble de prendre soin de tous les enfants de notre pays sans en oublier aucun, afin que nul enfant ne puisse se croire qu'il n'a pas d'avenir. Et si j'ai bien lu le thème de la table ronde, ce que nous interrogeons plus particulièrement, c'est à la fois la capacité pour l'école de fabriquer cette confiance pour tous les enfants et en même temps d'être avec les autres acteurs éducatifs ou les autres acteurs publics ou tous les habitants d'un même territoire en capacité d'être un des éléments aussi de cette attention collective. Alors j'ai envie de dire deux choses. La première, que je ne développerai pas, mais qui mériterait, mais peut-être le ferez-vous dans l'atelier, d'y revenir, c'est que j'ai cru comprendre que concernant l'école chaînon de cet ensemble-là, nous sommes depuis 2 ans en présence d'un gouvernement qui prétend la refonder pour que justement elle soit plus attentive à tous les enfants et que nous changions de modèle, puisque le constat est assez globalement fait que l'école n'est pas forcément la plus juste qui soit pour tous les enfants. Certains évaluateurs prétendent même qu'elle n'est faite que pour la moitié d'entre eux et pour les autres qu'ils se débrouillent. C'est sans doute un peu hâtif et caricatural, mais quand on y regarde d'assez près, y compris auprès des enfants de sa propre famille, on s'aperçoit que l'école n'est sans doute pas la plus bienveillante qui soit à l'égard de tous les enfants et qu'encore une fois, dans cette loi dite de refondation de l'école, il me semble qu'il y a 10, 12, 15 leviers qui, à condition qu'ils soient actionnés les uns avec les autres, peuvent faire en sorte que l'école soit bienveillante et attentive à tous les enfants. En gros, qu'elle change de modèle. Puisqu'on nous invite à changer de paradigme, je vais vous donner mon avis, puisque j'y ai été invité. Nous ne pourrons pas changer de paradigme général par rapport à l'attention globale aux enfants si l'école elle-même ne change pas de paradigme.
ou quelque part de modèle. Or, notre modèle scolaire, pour des raisons qu'il est trop long à expliquer, à nous rappeler collectivement, mais que nous avons vécu puisque nous en sommes issus, n'a pas été construite sur un paradigme de réussite de tous les enfants, pour tous. Elle a été construite avant tout pour la fabrique des meilleurs. Cette loi prétend renverser la perspective et faire en sorte, par exemple, que tous les enfants atteignent un plancher minimum et non pas que certains atteignent le plafond maximum. Il nous reste à faire en sorte que la loi soit mise en œuvre. Or, pour celle-là, comme pour des lois précédentes, pour l'école, comme pour d'autres grandes lois de la République, toute loi sans service après vote est généralement vouée aux oubliettes. Et le service après vote ne peut pas être assuré simplement par l'institution scolaire, quelles que soient ses qualités, et elles n'en manquent pas. Il ne peut pas être assuré non plus simplement par les institutions publiques et par les responsables politiques qui les ont votés ou quand ils ne les ont pas votés, qui sont censés respecter le suffrage républicain. C'est aussi l'affaire de tous. Et pour que l'école se refonde et qu'elle soit plus juste, elle a effectivement besoin aussi de concours extérieurs et du concours de tous les habitants d'un territoire pour l'aider à réaliser cette transformation qui est une transformation qui, nous le savons, va s'avérer un peu plus compliquée, un peu plus douloureuse qu'il n'y paraît, et notamment pour une profession qui a été malmenée fortement, notamment depuis ces 10 ou 12 dernières années. Et par profession, j'entends pas uniquement les enseignants, mais tous les autres personnels de l'école aussi. Nous le savons parce que je dirais que l'intérêt d'un mouvement associatif national, c'est d'être une espèce de thermomètre sur le territoire. C'est le cas de la Ligue de l'enseignement. Nous allons démarrer l'été avec à peu près 400 à 500 000 enfants dans les centres de vacances et les centres de loisirs. Je vous assure que c'est un bon thermomètre sur la question de la bienveillance. Que nous-mêmes, d'ailleurs, devons nous interroger sur le fait que nous n'avons pas donné des leçons à la terre entière sans nous-mêmes être attentifs à cette disposition. Donc le premier point, il me semble, c'est que changer de paradigme général, comme vous y invitez, ne pourra pas sans que l'école elle-même réussisse cette transformation. Et que nous ne pouvons pas la laisser tenter l'exercice toute seule, elle n'y arrivera pas toute seule. La preuve en est déjà donnée, parfois, je ne reviens pas sur le sujet, puisque c'est la dernière guerre civile du pays, à travers quelque chose qui aurait dû être d'une simplicité, somme toute, assez grande. Les autres pays européens rient de nous depuis 2 ans à travers l'affaire des rythmes scolaires, non pas sur l'objectif de mettre en place de meilleurs rythmes pour qu'ils apprennent, et en complément de développer des activités éducatives, mais sur la manière dont notre pays se saisit de quelque chose qui était assez simple et en fait un objet de divergence et de conflit sur le dos des enfants, et contre leur intérêt et pour la préservation des intérêts des autres et notamment des adultes, toutes catégories confondues. Le deuxième aspect sur lequel je voulais intervenir, c'est le fait que cette loi d'ailleurs, mais certaines collectivités, et nous venons d'en avoir l'exemple, ne l'ont pas attendu, cette loi institue pour la première fois, et ça n'a pas été suffisamment noté, une volonté publique de dépasser l'obligation nationale instituée par les lois de 1880 et 82-86 dite d'instruction. Cette obligation, on ne le rappelle pas assez, ne fait pas simplement obligation aux parents d'assurer l'instruction de leurs enfants et de les confier pour cela à l'offre publique ou privée, puisque nous sommes en situation de liberté d'enseignement, mais elle oblige la nation à se préoccuper de l'instruction des enfants, à travers notamment l'école et à travers, je dirais, la surveillance pour ceux qui ne choisissent pas l'école, qu'ils le fassent eux-mêmes. Pour la première fois, une loi incite fortement, à travers le volontarisme des collectivités territoriales, à ce que j'appelle une extension du domaine public de l'éducation. Elle ne le fait pas systématiquement parce que l'État n'a pas les moyens d'assurer la mise en œuvre de son obligation à l'égard de collectivités pour lesquelles il eût fallu prévoir le financement de l'État, notamment pour le faire. Mais elle y incite fortement. Et pourquoi le fait-elle? Peut-être ne le dit-elle pas suffisamment, d'ailleurs, parce que à notre époque, et monsieur l'inspecteur d'académie vient de le rappeler, nous ne pouvons pas prétendre permettre l'entrée dans le monde commun, qui est toute perspective de l'éducation, par le seul effet conjugué de la famille, première éducatrice des enfants,
et de l'école qui ne représente jamais qu'une année de la vie d'un enfant de 12 ans quand il entre au collège. Une année seulement, la scolarité. Ce qui veut dire qu'il faut chercher à allier d'autres moments sur lesquels nous pouvons peser pour que cette entrée plus compliquée dans un monde commun, je vais dérouler les litotes comme on dit, complexe, incertain, instable et imprévisible, c'est ce qu'on dit généralement, mais c'est quand même vrai. L'école n'y suffit pas pour cela, la famille n'y suffit pas non plus, la combinaison des deux n'y suffit pas non plus. Il faut donc y ajouter d'autres formes d'action organisées, notamment les activités développées par les collectivités depuis bon nombre d'années déjà. Il existe par exemple en France un réseau français des villes éducatrices qui n'a pas attendu que la loi institue la possibilité pour les communes de se doter de projets éducatifs de territoire, mais qui l'ont fait. Il existe aussi un tissu associatif extrêmement dense dans notre pays qui a développé depuis au moins une soixantaine d'années d'une manière formelle, tout de suite au sortir de la guerre, des activités dites de loisirs éducatifs pour les enfants. Ce que nous cherchons à faire, il me semble, c'est à voir comment cette combinaison est possible pour éviter les logiques seules de complémentarité dans lesquelles nous sommes, de complémentarité très souvent, c'est-à-dire en gros chacun joue son rôle, et pour aller plus vers des logiques d'interaction. Et pour chercher à faire en sorte que ce que nous visons, c'est-à-dire prendre soin collectivement de tous les enfants, soit effectivement l'objectif qui rassemble les acteurs d'un même territoire. Je termine en disant que pour ma part, il y a 4 ou 5 conditions pour que ça marche. La première, il faut quand même la rappeler, c'est la conviction que tous les acteurs ont de l'éducabilité de tous les enfants, sans exception. Et quand monsieur l'inspecteur d'académie rappelait qu'il fallait parfois se mettre d'accord au niveau local, quand on évoque la question de ce que nous faisons avec et pour les enfants, il faut le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, et plus que jamais peut-être, certains n'y croient pas. Et certains même le disent haut et fort, que des enfants ne sont pas éducables. Or, pour moi, il faut le rappeler d'entrée de jeu. C'est la première des conditions, sinon on ne peut pas se mettre d'accord. La seconde, c'est de faire en sorte que personne ne soit installé dans la sous-traitance de l'impuissance de l'autre. Or ça, c'est un sport national. En d'autres termes, ça s'appelle se repasser la patate chaude. Et parfois, ça fonctionne au sein des institutions même, entre les institutions et le secteur associatif. Par exemple, je peux vous le dire, puisqu'il nous est arrivé d'écrire sur notre capacité à sous-traiter l'impuissance publique. Notamment, par exemple, sur la question dite maintenant du décrochage scolaire, qui est réintégrée dans la loi comme responsabilité de l'école. Or, à force d'avoir délégué tout cela à l'extérieur, d'abord certains y ont installé un véritable marché, et pas simplement privé, il y a une espèce de marché public aussi qui existe dessus. Parfois on a développé des corps professionnels dont il est difficile ensuite de se débarrasser parce que les gens ont droit au respect de leur métier et qu'ils ont des emplois, et ils sont nombreux aujourd'hui dans notre pays. Et puis parfois surtout ça n'intéresse personne. La troisième condition, c'est d'instituer une véritable communauté professionnelle de territoire. Et par rapport au débat qui s'est engagé sur faut-il que les personnels comme des assistants ou des assistantes sociales ou des assistants sociaux interviennent à l'école, c'est vrai que ça vaut aussi pour les autres professionnels de la culture, je sais pas, de l'architecture, de l'économie. Sans doute est-il intéressant pour l'école que d'autres professionnels interviennent dans l'école, mais sans doute au préalable, ou en même temps au moins, faut-il se préoccuper de la question de ce qu'est une communauté professionnelle de territoire. Il y a à cet égard, là aussi, dans la loi, un aspect intéressant, c'est la mise en œuvre des écoles supérieures du professorat de l'éducation qui, théoriquement, envisagent de former conjointement les différents professionnels de l'éducation au-delà des enseignants. Ce n'est pas très bien parti pour le moment, mais ça va s'arranger. Puisque pour l'instant, ça a quand même servi essentiellement à répartir les heures des enseignants de l'université dans les SP. Mais il semblerait qu'il y ait quelques... Ça ne fait qu'1 an, donc il faut faire confiance à la pratique pour cela. La quatrième condition, il me semble, c'est que s'installe aussi, en même temps qu'il y a une communauté professionnelle, une véritable communauté de citoyens pour l'éducation de tous les enfants sur un territoire. Et il faut relancer l'élan citoyen autour des enjeux éducatifs en général, ou autour des enjeux de développement humain, si on veut les étendre. Mais pour cela, ça suppose parfois que tant l'État que les collectivités, que parfois le monde associatif qui s'est hyper professionnalisé, acceptent de reconnaître aussi la place que les habitants doivent avoir eux-mêmes dans la conception, le portage, la co-construction et parfois la délégation de certaines formes éducatives. Nous avons pris l'habitude dans notre pays d'une telle logique de préalable que pour intervenir, j'entends bien, je suis d'accord sur le fait qu'un certain nombre d'interventions nécessitent professionnalisme,
doigté, discrétion, éthique, qui n'est pas forcément l'apanage de l'engagement bénévole et militant. Mais qu'à ce titre-là, aujourd'hui, on prive les territoires de ressources humaines, sociales, culturelles, sportives, civiques, dont sont porteurs des tas de gens dans notre pays, eux-mêmes produits d'un système éducatif et culturel qui a formidablement élevé le niveau de notre pays, est un véritable drame. Et c'est pour cela, je crois que vous en aurez le témoignage dans quelques ateliers, notamment à travers l'opération Lire et faire lire que nous avons la joie de copiloter, qu'il faut absolument, et pas simplement les retraités, remettre les habitants au centre du jeu sur cette préoccupation commune que nous devons avoir de tous nos enfants. Et puis enfin, cinquième condition, qui n'est pas, de mon point de vue, simplement la question de la réforme territoriale. C'est comment nous pensons ou repensons ou reconstruisons une combinaison de l'action publique entre l'État et les collectivités qui garantit non pas que les acteurs publics se répartissent un gâteau, mais qu'ils décident de mieux faire converger entre eux leurs responsabilités qui ne sont pas de même nature. L'État doit garantir la continuité territoriale républicaine, les collectivités aussi comme représentants de l'État, mais l'État a un rôle premier en jeu. Les territoires ont un autre rôle à jouer, à combiner. Il y a sans doute au passage à la fois des marges de manœuvre, mais surtout une espèce, je dirais, d'obligation de moyens à révéler. Pour moi, ce n'est pas la question de l'obligation de résultat, surtout en matière éducative ou en matière sociale. Nous n'avons pas à chercher d'obligation de résultat. Laissons cela au marché du CAC 40. Nous avons par contre à chercher une obligation de moyens et à la révéler. Comment sommes-nous capables, acteurs publics et peut-être acteurs associatifs organisés, de faire en sorte, je l'ai entendu un peu comme ça de la part de M. l'inspecteur d'académie quand il évoquait la capacité que les enfants ont à comprendre leur scolarité, de faire en sorte que tous les habitants d'un territoire comprennent l'ensemble des efforts qui convergent pour qu'une politique éducative, sociale et de développement prenne en charge tous les enfants dans l'égalité. Voilà rapidement les quelques conditions, il y en a sans doute d'autres, et il faut, en matière de politique éducative et sociale territoriale, s'appuyer, Jean-Louis Sanchez y a fait référence, sans doute beaucoup plus sur l'expérience acquise de ces 20 ou 30 dernières années que sur l'expertise vendue par quelques cabinets d'audit qui proposent parfois de réinventer l'eau chaude avec de très forts budgets. Faisons confiance à l'expertise sociale et professionnelle et à l'expertise citoyenne pour tout cela. Et faisons en sorte, surtout, que, ça a été dit, l'image du village qui se mobilise pour éduquer tous les enfants. Mais moi, je renverse assez volontiers la perspective. Il faut un village pour éduquer tous les enfants, mais il faut aussi tous les enfants pour éduquer un village. Et quand un village ou quand une cité oublie ne serait-ce qu'un de ses enfants, elle ne se développe pas correctement du point de vue de la dignité humaine. Merci.